De retour sur ce plateau, merci à vous d'être restés fidèles à la chaîne panafricaine et merci à vous qui venez de nous rejoindre pour la deuxième partie du débriefing des experts. Mes invités sont restés avec moi. Ibrahim Hussein, vous êtes le président du syndicat de la presse et de l'audiovisuel. Merci d'être resté pour cette deuxième partie du débriefing des experts. Maître Aref Mohamed Aref est resté avec nous. Merci d'être resté. Et M. Daher Okié est également avec nous pour faire une analyse de quelques propositions de deux candidats. Alors, l'un veut faire de Djibouti un pays émergent d'ici 2035. L'autre veut l'alternance à Djibouti et ceci à tout prix le 8 avril prochain. Ils s'appellent tous les deux Omar, mais c'est le seul point commun pour convaincre leur électorat. Ismaël Omar Guelleh et Omar Elmi Khayre ne tarissent pas d'idées. Je vous propose de suivre à ce sujet ce reportage signé Olive Adjakotan. Djibouti vit au rythme de la campagne électorale depuis le 25 mars 2016. Les candidats sillonnent les villes et les campagnes pour exposer leur programme de société. Ismaël Omar Guelleh, le président sortant, est candidat pour un 4e mandat à un bilan qu'il estime positif. Sur le plan économique, une croissance moyenne de 5% a été enregistrée jusqu'en 2014. Un taux qui pourrait avoisiner les 7% entre 2016 et 2017. Aussi, avec une ferme volonté d'industrialiser son pays, Ismaël Omar Guelleh, candidat de l'Union pour la majorité présidentielle, veut miser sur la formation professionnelle. Nous voulons industrialiser notre pays. Nous avons tous mis en place et ce qui nous reste, c'est la formation professionnelle. Des jeunes sont déjà envoyés en formation sur plusieurs domaines et nous comptons envoyer encore d'autres. Notre objectif, c'est que cette industrialisation soit portée par les Djiboutiens. Candidat pour la première fois à la magistrature suprême de son pays, Djibouti, Omar Elmi Khayre défend les couleurs de l'Union pour le salut national. Celui qui souhaite une deuxième république veut aussi lutter efficacement contre le chômage. Mon souhait est qu'on passe à une deuxième république. Je ferai seulement 5 ans et je vous promets 40 000 emplois. Je mettrai aussi les mécanismes en place pour vous inciter à aimer l'entrepreneuriat. C'est l'une des clés pour vous donner du travail permanent. L'élection présidentielle à Djibouti est prévue pour le 8 avril 2016. Ils sont environ 187 000 électeurs qui iront aux urnes pour départager les 6 candidats en lice pour cette présidentielle. La promesse du candidat Elmi Khayre de créer 40 000 emplois vous paraît-elle crédible? Je commence par le président de l'association agropastorale de Djibouti. 40 000 emplois en combien d'années? 5 ans? Au cours de son mandat. Au cours de son mandat? 5 ans. C'est peut-être possible, mais il faut qu'ils disent dans le cadre de quelle planification, quelle stratégie, combien de projets il mettra en œuvre pour embaucher 40 000 Djiboutiens. Il faut justifier. Il faut justifier. Maître Aref, il y a une question d'ordre politique et institutionnel que je voudrais vous poser. Le candidat Elmi Khayre, l'idée chez lui d'instaurer une deuxième république répond à quel besoin? Votre pays a-t-il aujourd'hui un problème institutionnel? Devons-nous passer à une deuxième république? Vous êtes avocat, vous êtes le mieux placé pour répondre à cette question. Maître Aref. De mon point de vue, oui. Il n'y a pas besoin de changer les institutions djiboutiennes. Et permettez-moi d'expliquer en quoi. Sauf à adopter un système à la française ou à l'anglaise, où le Premier ministre est responsable devant l'Assemblée nationale, qui peut le défaire, etc. Et moi, je mets en garde mes concitoyens devant un tel risque, parce que c'est créateur d'instabilité. Actuellement, le système est fait de la manière suivante. Il y a une séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Il y a une séparation de sorte que le président de la République, par exemple, ne peut pas dissoudre l'Assemblée
Et l'Assemblée ne peut pas révoquer le gouvernement. Et donc, ce système prévaut et ce système garantit la stabilité de la République de Djibouti, avec des soupapes de sécurité. Quelles sont les soupapes de sécurité? Il y a la possibilité pour un certain nombre de parlementaires, comme pour le président de l'Assemblée nationale, comme pour le président de la République lui-même, de demander la censure d'une loi qui aurait été votée et qu'il ne partagerait pas auprès du Conseil constitutionnel. Ça, c'est la voie de saisine directe. Mais il y a d'autres voies. Il y a la voie par voie d'exception au cours d'une procédure judiciaire. Si une loi paraît à un justiciable, quel qu'il soit, qu'il soit national ou étranger, si une loi lui paraît contraire aux principes fondamentaux du droit ou aux instruments internationaux ratifiés par Djibouti, et nous avons ratifié la plupart des instruments internationaux, eh bien, cette personne peut soulever par voie d'exception devant la juridiction, qui est obligée de saisir la Cour suprême, où il y a évidemment un filtrage, et laquelle Cour suprême, une fois le filtre passé, si elle estime que la question est sérieuse, elle saisit le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que le citoyen lambda peut participer à l'œuvre législative, à la correction de l'œuvre législative. Cette possibilité n'est pas encore donnée aux Français, par exemple, où elle vient de l'être. La situation que vous décrivez, elle fonctionne parfaitement lorsque l'opposition est fortement représentée à l'Assemblée nationale. Mais quand vous avez une situation politique qui est que le président de la République a la majorité, mais la majorité absolue à l'Assemblée nationale, ou, comme disent certains opposants, l'Assemblée nationale devient une chambre d'enregistrement, se pose une question tout simplement d'acquis démocratique. Il y a un correctif. Oui. C'est ce que je viens de vous décrire. Il y a la possibilité pour tout citoyen, ou tout justiciable de soulever l'exception d'inconstitutionnalité. C'est déjà arrivé à Djibouti? Oui. Ah oui. Ah oui, c'est arrivé. Et je dirais même mieux. Il y a, dans le préambule de notre Constitution, figure la référence à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et des peuples, ainsi qu'à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et il est prévu dans le préambule de la Constitution que ces deux chartes font partie intégrante de la Constitution. Je ne voudrais pas vous taquiner, Maître Aref, mais vous savez très bien que dans le cadre justement de la Charte africaine des droits de l'homme, pour qu'un citoyen djiboutien puisse se plaindre auprès de la Cour africaine des droits de l'homme contre son pays, il faut l'autorisation de Djibouti. Le seul pays qui a ratifié la voie de recours, la saisine individuelle, c'est le Burkina Faso. Donc votre pays, effectivement, se trouve dans une situation pour qu'un Djiboutien puisse porter plainte contre son État, il faut l'autorisation de... Non, il faut qu'il ait eu reçu. Ah ben. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et permettez-moi de vous expliquer pourquoi. Oui. Il y a la voie de la saisine directe. Djibouti ne l'a pas ratifiée. Voilà. Ça, c'est exact. Mais il y a la voie de la saisine indirecte, par le biais de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est-à-dire que vous saisissez, vous vous plaignez auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et cette commission, si elle estime votre requête recevable et bien fondée, elle la transmet à la Cour. Maître Aref, vous voyez que le chemin est très long. Finalement, que ce chemin-là est très long, mais vous dites que effectivement votre pays n'a pas de problème institutionnel.
Que pensent les Djiboutiens de la présidence Guelleh? Que pensent les Djiboutiens du président sortant? Je vous propose de découvrir effectivement le message qu'ils ont pour leur candidat et ce qu'ils disent de leur candidat. Ceux qui ont des yeux, ceux qui ont des yeux, ils voient ce qu'il a produit, le travail de IOG. IOG, il est toujours au service de la paix. C'est un président qui est toujours au service de la paix. Quelqu'un qui a voyagé il y a 15 ans, quand il revient à Djibouti, il est surpris par l'évolution des choses, par toutes les réalisations qui ont été faites. Et moi, je pense que le Djiboutien, la majorité des Djiboutiens aujourd'hui sont satisfaits des résultats du président Guelleh. Et je pense que pour cette élection, le choix est clair entre un homme qui a de l'expérience, entre un homme qui a réalisé beaucoup de choses, des gros projets pour Djibouti, et les projets continuent d'ailleurs, hein, pour l'avenir de Djibouti, c'est une bonne chose. Et les autres qui n'ont aucune expérience, qui n'ont jamais rien fait de leur vie, hein, de quelque chose d'intéressant. Ça fait 39 ans que rien n'a changé, donc nous attendons beaucoup de choses, que les choses changent et que le gouvernement change. Et nous attendons aussi des boulots avec le nouveau président. Nous, on veut de la justice, on veut de l'égalité des chances pour tout le monde. On veut aussi une constitution, justement, qui est un modèle européen ou international qui répond justement aux valeurs occidentales. À partir de 1999, il a fait un très bon avantage à la jeunesse, à le développement, à la zone portière et tout. Et la santé, l'éducation. C'est pour ça qu'il a une autre fois un candidat et nous souhaitons toujours. Ça veut dire que je suis très fier que M. Ismaël Omar Guelleh a fait à toutes les passes, que les gens, les jeunesses, en profitant toujours de profiter du travail. Et nous sommes toujours très fiers et nous sommes contents. Monsieur Ibrahim, dans leur grande majorité, ils sont satisfaits du oui, je candidat pense sortant. que... L'élément central, c'est la paix qu'ils évoquent. Oui, l'élément central parce que, comme tous les Djiboutiens le savent, le président Guelleh est l'artisan de la paix dans ce pays. Donc, il y a de cela presque plus de 25 ans, notre pays a connu un conflit fratricide qui a failli donc mettre en danger son existence. Et le président Guelleh, qui était à l'époque chef de cabinet du défunt président, avait tout fait avec l'ancien Premier ministre Abdelkhader Goulat, qu'il ne faut pas oublier aussi, pour ramener la paix dans ce pays. Donc la paix à Djibouti, mais aussi dans la région. Le chef de l'État a toujours été un homme de paix, un pèlerin de la paix dans toute la région. Donc c'est le seul atout que nous avons aussi, c'est la paix et donc la stabilité. C'est tout ça qui fait que notre pays... Critique à lui faire. Comment? S'il y avait une critique à faire à sa présidence, vous qui êtes de la presse audiovisuelle. Oui, parce que, bon, on ne peut pas critiquer. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Il y a beaucoup de choses à améliorer parce que hier soir, il y avait une femme qui disait ici que Djibouti a avancé sur tous les domaines, qu'il y a donc, un développement économique. Madame Micha Komba, voilà, de la société civile. Voilà, un développement économique spectaculaire. Mais elle disait que notre pays a beaucoup à faire dans le respect des droits de l'homme, dans la liberté d'expression, dans tout ça. Donc je pense que le prochain mandat du président Guelleh sera pour renforcer davantage les institutions démocratiques du pays. Nous avons la chance d'avoir un juriste avec nous. Que faut-il faire pour renforcer l'état de droit ici à Djibouti? Maître Aref. Alors, tout l'arsenal juridique est là pour garantir le respect des droits de l'homme et garantir un état de droit. Le seul problème est que les gens ne connaissent pas
leurs droits. Et je compte sur la presse pour organiser des, comment dirais-je, dire mon droit, par exemple, la vulgarisation du droit et des possibilités qu'offrent les textes djiboutiens pour se défendre. Je ne fais pas qu'une seule affirmation. Je vous ai cité l'exemple de la possibilité de se plaindre à travers la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour faire annuler une décision. Maître Aref, il n'y a pas beaucoup de Djiboutiens qui connaissent cette commission, vous savez. Autant vous évoquez la situation des Djiboutiens qui, même à l'intérieur de leur pays, ne connaissent pas leurs droits, n'allez pas leur demander d'aller savoir où et qui est la Commission africaine des droits de l'homme. Laissez-moi terminer, oui, vous allez comprendre également la première assertion, qui est la mienne, de dire qu'il y a tout l'arsenal juridique pour se plaindre d'une violation des droits de l'homme. Il y a par exemple le pacte international sur les droits politiques, les civils et politiques, ainsi que le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels. Nous avons ratifié les pactes 1 et 2 de chaque pacte. D'accord? Alors, ces pactes-là prévoient des organes qui permettent à tout justiciable de se plaindre d'une violation de ses droits. Et croyez-moi, ça marche. Je pratique ça depuis plusieurs dizaines d'années et je crois que ça marche. Mais le seul problème, c'est comment transmettre la connaissance. Et là, ce pas a été entrepris sous la houlette de la Commission nationale des droits de l'homme. Et cette Commission nationale des droits de l'homme, avec l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, organise un certain nombre d'ateliers pour permettre à la société civile, aux associations de défense des droits de l'homme, à des avocats, de leur apprendre les mécanismes de protection des droits de l'homme. Monsieur Oké, votre avis sur d'abord ce que nous venons d'entendre, l'élément que nous venons d'entendre, et ce que vous pensez que le prochain président doit améliorer dans ce pays? Je pense que le président actuel qui demande un 4e mandat présente un bilan. Il présente un bilan, donc il défend un bilan. Mais quel que soit le candidat qui est élu, la question qui s'est posée, comment gouverner ces pays? Est-ce qu'on va gouverner de la même manière? Est-ce qu'on va changer, on va gouverner autrement? Je crois qu'à un moment donné, le gouvernement djiboutien avait vraiment décidé de changer la façon de gouverner. Et une fois, à un moment donné, en 2013, ils ont préparé une vision avec la société civile. Moi-même, je travaillais dans cette vision-là. Ensuite, il y avait un premier plan. La stratégie, ils ont mis en place la stratégie de croissance accélérée pour l'emploi. Chaque institution devait faire un plan de 5 ans, 2015-2019. Si tous les ministères ont fait ce plan-là, si tous les conseils régionaux, au niveau des régions, ont fait ces plans-là, à ce moment-là, il y a une négociation entre ces hommes et ces femmes qui ont planifié le destin de ceux et celles qu'ils représentent. Ça veut dire qu'un président du conseil régional de Tadjoura, par exemple, a planifié pour 5 ans ce qui sera fait dans la région de Tadjoura. À ce moment-là, il suffit de négocier avec le gouvernement central comme partenaire. Donc chaque ministère doit dire qu'est-ce qu'il va faire pendant 5 ans-là dans la région de Tadjoura. Tous les bailleurs doivent dire qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette région-là. Et ce plan-là doit être budgétisé. Il faut un plan de travail annuel. Et c'est ça qu'on peut évaluer. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir une reddition des comptes. Donc pour vous, il faut la mise en œuvre de projets limités dans le temps, évalués régulièrement et pour voir les résultats produits. Absolument. Vous vouliez mettre, monsieur Ibrahim, oui, en fait, je voudrais revenir sur l'intervention de Maître Alef. Bon. Moi, j'avais participé en 2012, je pense, le 50e anniversaire
de la Commission africaine des droits de l'homme. Donc c'était à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Donc je voulais dire que même les Africains eux-mêmes, la plupart, ils ne savent pas cette commission. Il fallait la vulgariser dans tous les pays. Ils ne savaient pas comment ça fonctionne. Donc tout à l'heure, Maître Aref disait que le Djiboutien, donc il peut, bon, par le biais de la Cour, saisir les institutions. Donc, et elle est loin aussi, il y a les lois aussi. Donc, elle est très loin. Donc, il n'y a pas de structure décentralisée dans les pays, il n'y a pas d'antenne nationale dans les pays. Tout donc, ça pour dire que, voilà. Quand il s'agit des droits, c'est uniquement les gens qui sont spécialisés qui s'y connaissent. Nous-mêmes, on a du mal à vulgariser au sein des journaux parce qu'on a fait plusieurs ateliers avec les gens de la presse. Les gens ne se retrouvent pas. Donc, pour un citoyen donc, normal, bon, même s'il a fait des études, il n'est pas facile de s'y retrouver. Donc, je pense que, comme l'a dit Maître Aref, il faut davantage donc, un travail de vulgarisation, donc, il faut sensibiliser beaucoup la population. Maître Aref, le candidat Idriss Hassan considère que dans votre pays aujourd'hui, il n'y a pas dans les régions la possibilité pour les justiciables de saisir directement un tribunal. La quasi-totalité des dossiers sont traités au tribunal de Djibouti, dans la capitale. Vous voyez la difficulté matérielle déjà. Vous n'avez pas dans votre région un tribunal. Et comment pouvez-vous saisir une Cour africaine des droits de l'homme si lointaine? Comment, puisque nous parlions de la question de l'état de droit, quel regard vous portez sur cet état de choses? D'abord, ça n'est pas tout à fait exact. Les audiences foraines. Non, les audiences foraines. En dehors des audiences foraines, il y a plusieurs droits qui sont juxtaposés. Vous avez le droit coutumier. Et les juridictions coutumières, il en existe une dans chaque chef-lieu de région. Et donc, il y a des juridictions. Quel est le droit qui est dit? Le droit? Quel droit qui est dit? Le droit coutumier. Oui, le droit coutumier. Mais votre pays, Djibouti, vous avez un droit moderne et auquel tout le monde est soumis. Normalement, c'est le même droit qui devrait être dit partout. En tout cas, il n'y a pas un contrôle juridictionnel de ces instances coutumières. Donc, au fond, l'arbitraire peut rayer très facilement. Non, pas tout à fait. Parce que il faut comprendre les choses dans l'évolution de Djibouti. Oui. Vous ne pouvez pas parler de Djibouti de demain avec les yeux de Djibouti d'hier. Il faut voir les choses comment elles étaient. Il existait Djibouti, les colons ont créé Djibouti parce qu'ils avaient besoin du port, d'abord Obok, puis ensuite Djibouti, parce qu'ils avaient besoin du port pour l'avitaillement de leurs navires en charbon à l'époque. Et puis, ils ne se sont pas du tout préoccupés des régions de l'intérieur. Et ils se sont même évertués à isoler complètement ces régions de l'intérieur. Il n'y avait pas de route qui traversait, qui reliait Djibouti à Obok. Donc, effectivement, vous venez de là. Oui. Après l'indépendance, que ces routes-là se sont construites. Donc, il n'y avait pas besoin, puisqu'ils n'étaient pas dans le système moderne, ils n'avaient pas dans le commerce moderne, ils n'avaient pas besoin de recourir aux juridictions qui sont installées à Djibouti, comme par exemple le tribunal de commerce. Maintenant en 2016. Alors, nous sommes en 2016. Oui, très rapidement. Et là, il y a une organisation qui s'installe. Le président a promis, s'est engagé, et croyez-moi, c'est déjà au niveau du ministre de la Justice, l'actuel ministre de la Justice, c'est dans ses papiers. Vous verrez d'ailleurs audience foraine sur des véhicules qui sont chargés de transporter les magistrats vers les chefs-lieux de région
en attendant que soient construits et installés les tribunaux dans la région. Monsieur, que vous n'avez pas l'air optimiste. Je pense que c'est un faux débat. D'abord, je salue tout le gouvernement qui se sont succédés depuis l'indépendance parce qu'ils ont laissé la justice traditionnelle faire son travail. Cette justice-là, elle est ancrée. Elle existe depuis 500 ans. Elle fonctionne très bien. La justice traditionnelle dans les régions. Les Djiboutiens lui font confiance. Et le gouvernement djiboutien qui sont succédés depuis l'indépendance ont respecté cette justice-là. Maintenant, ce que je demanderais plutôt, c'est de les valoriser et de leur créer vraiment des endroits agréables pour faire leur travail. Dans certains pays, on fait venir ce qu'on appelle des assesseurs de justice. On crée les tribunaux, on rapproche les tribunaux des justiciables en milieu rural et on fait assister le juge moderne des juges traditionnels pour que l'État ait un droit de regard sur les décisions de justice. C'est quelque chose que vous pouvez envisager. C'est ainsi qu'est conçu le tribunal coutumier. À la tête du tribunal, il y a un haut fonctionnaire qui est juriste de formation. Oui. Et donc, ce juriste préside le tribunal coutumier. C'est lui qui va rédiger les décisions qui seront prises à la majorité des membres. Le président sortant le sait, les autres candidats le savent aussi, il y a à Djibouti un besoin de renforcement de l'état de droit. Nous sommes tous d'accord sur la question. Nous espérons encore une fois que sur ce point-là, comme sur les autres évoqués, que l'appel est entendu et qu'à partir du 9 avril, celui qui sera élu président de la République prenne en compte effectivement ces besoins de la population djiboutienne. Nous marquons une courte pause, vous restez avec moi. On se retrouve dans un instant pour la troisième partie du débriefing des experts.